Voilà. On va commencer déjà par parler un peu de qu'est-ce que c'est que l'identité d'un lac. Donc, je sais qu'il y a déjà eu une présentation hein, pour le lac Saint-Hubert. Donc, certains vont peut-être avoir un rappel de ce qu'ils ont déjà vu là au cours de l'année durant la présentation d'une présentation qui a déjà eu lieu. Pour ceux qui ne le savent pas, donc on va mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Donc, on va repartir sur les bases. Donc, qu'est-ce qu'un lac? Un lac, faut bien comprendre que c'est en soi une entité, c'est un organisme, on va dire, vivant dans son intégralité. Donc c'est un écosystème à lui seul qui se divise en plusieurs zones. Donc si vous regardez le petit schéma, on va avoir une zone qui est dite zone littorale, où on va avoir dans cette zone la prolifération de plantes aquatiques et notamment d'algues. Donc c'est une zone qui va avoir une température un peu plus élevée que dans le reste du lac et qui va laisser passer très largement les rayons du soleil. Dans l'épaisseur d'eau, ces rayons du soleil vont permettre aux herbes, aux herbiers aquatiques et aux plantes aquatiques et aux algues de se développer. Donc on appelle vraiment cette zone littorale, donc c'est vraiment dans cette zone-là qu'on a l'habitude de retrouver de la végétation aquatique de façon totalement naturelle. On appelle ça la zone photique aussi, c'est la zone où la lumière peut traverser la colonne d'eau et donc être utilisée par les organismes vivants. Après, on va avoir une zone plus en profondeur qu'on appelle la zone aphotique. Donc là, ça veut dire que la lumière n'arrive plus à pénétrer dans la colonne d'eau, donc il n'y a plus de lumière qui est utilisable par les organismes. Donc généralement, dans ces zones-là, on ne retrouve pas de peu ou pas du tout d'espèces qui font de la photosynthèse, donc d'espèces végétales. Et enfin, la zone benthique. Donc la zone benthique, c'est vraiment une zone dans un lac qui est très proche du substrat, qui est très proche en fait du socle rocheux du lac. Donc c'est vraiment ces différentes parties qui existent dans un lac d'eau douce. Ensuite, on peut aussi donner d'autres critères au lac. On peut faire des couches, des couches du lac qui s'appellent l'épilimnion, le métalimnion et l'hypolimnion. Tout simplement, limnion, c'est lac, ça veut dire juste lac, donc c'est la partie supérieure du lac, la partie intermédiaire et la partie en profondeur du lac. Donc ça permet d'identifier. Ces couches sont identifiées par rapport à des contraintes physiques, hein. On va avoir une viscosité de l'eau, des paramètres physico-chimiques qui sont différents en fonction des épaisseurs d'eau du lac. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qu'on peut ressentir notamment avec la température, par exemple. Et tous ces couches, donc tout ce système, va au cours d'une année, au cours de la vie du lac dans son année, changer. Donc c'est le dessin que vous avez en bas, c'est le phénomène de brassage d'un lac. Donc un lac on va dire qu'il se brasse, c'est-à-dire que l'intégralité des couches que je vous ai décrites là, donc l'épilimnion, métalignon et l'hypolignon vont comme se shaker. C'est comme si vous faisiez une vinaigrette dans le fond, où vous avez votre eau et votre vinaigre, et vous shakez ça, donc tout est mélangé, donc l'intégralité de la colonne d'eau est uniforme et homogène, donc on dit qu'il est en période de brassage. Donc là, ces périodes de brassage, vous les avez habituellement en automne et au printemps, donc à la fonte des glaces et à la fin de l'été. Et entre l'automne et le printemps, en hiver et en été, dans le fond, vous allez avoir un phénomène qui est la stratification du lac. C'est-à-dire que là, vous allez plus avoir de mouvement d'eau important dans votre lac. Vous allez avoir une stratification. Donc là, c'est le phénomène inverse, c'est qu'en fait, votre vinaigrette, vous la posez sur le comptoir et vous la laissez se reposer. Et là, vous allez avoir les liquides qui vont, on appelle ça déphaser, donc se séparer et vont faire une couche supérieure, une couche inférieure. Donc c'est ça ce qu'on appelle la phase de stratification d'un lac. C'est quand il y a peu de mouvement. Donc ça, c'est le cycle, on va dire, habituel, normal qu'on rencontre dans des lacs qui sont pas soumis à des vents forts ou des contraintes physiques particulières. Hop là, je vais juste accepter deux personnes et je vous passe la diapo ensuite. Donc voilà comment fonctionne très schématiquement un lac. Donc nous, dans le cadre de notre projet et surtout dans notre secteur d'emprise, on va dire, de lac, on en a à peu près 1800. On a à peu près sur notre territoire, sur lequel on travaille à l'OBV du nord-est du bassin Laurent, on a à peu près 1800 lacs. Sur ces 1800 lacs, on en a
un peu plus de 70 qui sont en villégiature. Et on a des données qui arrivent comme ça, de par nos projets ou par aussi l'activité citoyenne, des informations comme ça qu'on récolte. Donc de nombreuses mentions, par exemple d'herbiers qui s'agrandissent, d'éclosion de cyanobactéries, je vais y revenir plus tard pour vous expliquer ça, des algues filamenteuses. Donc tout un tas d'informations comme ça qui sont récoltées euh, par nos projets ou au soutien citoyen. Et on a seulement sur ces 1800 lacs que 13 lacs qui sont inscrits sur réseau de surveillance volontaire. Donc autant dire que c'est vraiment peu, là, il n'y a pas beaucoup de lacs, et bah, ça engendre qu'on manque d'informations. On a vraiment un manque d'informations sur notre territoire, sur nos lacs. Donc c'est vrai que ce manque d'informations, on essaye de par les projets d'y répondre, mais vous vous rendez bien compte que 13 lacs, 70 lacs sur 1800, c'est quand même un travail titanesque pour connaître tout ça. Donc la question qu'on se pose et comment est venu ce projet, c'est la question de base, c'est est-ce que nos lacs sont en santé? Tout simplement. Comment est-ce qu'on peut évaluer déjà la santé de nos lacs? Est-ce qu'ils sont en santé? Et, euh, et c'est de là qu'est parti le projet de lac en villégiature. Donc la question était vraiment de savoir les lacs qui ont une occupation de villégiature, sont-ils en santé? De par sa constitution écologique, mais aussi pour les riverains qui habitent autour. Et comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de l'eau de ces lacs si jamais on constate une problématique par rapport à son état de santé. Donc on a décidé de travailler sur 10 lacs. Les 10 lacs sur lesquels on a travaillé sont, donc il y en a deux qui sont à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup qu'on va travailler ce soir, donc le lac de la Grande Fourche, le lac Saint-Hubert. Deux à Saint-Fabien avec le grand lac Malobèze et le lac des Joncs qu'on a présenté hier. Le lac Bellavance à la ville de Rimouski. À Sainte-Narcisse, on a le lac Plourde et le petit lac Ferré. À Saint-Noël, on a le lac Michaud. Et à Saint-Ulrich, on a le lac Minouche et le lac des Îles. Donc ces 10 lacs n'ont pas été choisis au hasard. On les a choisis par rapport à des critères par- intéressants pour notre problématique, qui est l'état de santé de ces lacs. Donc on les a déjà choisis par rapport à l'emprise qu'ils peuvent avoir. Enfin, quelle est l'emprise de villégiature qu'ils peuvent avoir. Donc là, on regardait le nombre de résidences qu'il y avait autour de ces lacs qu'on voulait sélectionner. Ensuite, on a regardé si ces lacs avaient un accès public ou non. Pourquoi savoir s'il y a un accès public ou non? Tout simplement, on regarde des espèces exotiques envahissantes. On s'entend que si on est sur des accès purement privés, il y a moins de chances qu'il y ait énormément de personnes qui viennent d'ailleurs, pouvant potentiellement amener des espèces exotiques envahissantes, contaminer le lac. Donc on regardait aussi la présence d'un accès public ou non. Ensuite, on a aussi pris en considération s'il y avait des témoignages ou des observations dans nos études ou par des habitants de reproduction importante de cyanobactéries ou d'algues filamenteuses. Ça a été un critère aussi sur le choix de nos lacs. Et enfin, on a aussi pris en considération des constats actuels ou des suspicions d'eutrophisation. Donc, là, je viens de vous dire l'eutrophisation. Concrètement, c'est quoi l'eutrophisation? Donc l'eutrophisation, bon, certains parmi vous le savent déjà, mais l'eutrophisation, c'est un processus qui est naturel à l'origine, c'est-à-dire que eutrophisation, ça veut dire véritable nourriture, c'est-à-dire que c'est un apport de nourriture dans un plan d'eau, dans un lac. Cet apport de nourriture, de façon naturelle, survient sur une durée qui va de centaines à des milliers d'années. Donc on va avoir un enrichissement d'un plan d'eau douce qui va se combler en nutriments dans sa vie, dans la totalité de sa vie. Ça, c'est l'eutrophisation dite naturelle. Donc, c'est sur une échelle de temps très grande. Et on a aussi l'eutrophisation qui est dite une eutrophisation d'origine anthropique, donc liée à l'activité humaine, qui, elle, va apporter énormément de nutriments dans votre lac, mais va se faire sur une échelle de temps extrêmement courte. Là, on parle de dizaines d'années. On est largement en dessous d'un siècle pour atteindre une eutrophisation en fonction des apports que peuvent apporter les activités humaines. Donc, ce processus-là, il a vraiment j'ai envie de dire, deux vitesses, une vitesse naturelle très lente et une vitesse très rapide liée à une activité anthropique qui n'est pas mesurée.
Donc pour un peu plus aller en profondeur sur ce qu'est l'eutrophisation, je vous présente là ce petit dessin, enfin ces petits dessins qui représentent 6 cuvettes d'eau, où on va dire que chaque cuvette est un lac. On va partir du haut et on va redescendre jusqu'en bas à droite. Où la première cuvette, vous avez un plan d'eau. L'eau a une constitution normale, on va dire, avec la lumière qui pénètre. Donc les petites flèches jaunes sont vraiment la lumière qui pénètre dans la colonne d'eau. Et dans ce bocal d'eau, je vais rajouter des nutriments. Les nutriments les plus importants dans l'eutrophisation, c'est le phosphore et l'azote. Je vais rajouter ces nutriments. Qu'est-ce que ça va faire? Donc là, on apporte de la nourriture dans notre plan d'eau. On va avoir consommation de cette nourriture. Cette nourriture va être consommée par une prolifération d'algues et de phytoplancton. Et ils vont consommer tous ces nutriments que je lui mets à disposition. Et il va aussi utiliser les rayons du soleil pour pouvoir faire de la photosynthèse. Mais en augmentant le nombre d'individus qui se reproduisent, parce qu'il y a de plus en plus à manger, donc le fait qu'ils aient à manger, ça leur permet de se reproduire, la population grossit, grossit, on va arriver sur le troisième petit bassin, qui est qu'on va avoir moins de lumière qui va pouvoir pénétrer dans la colonne d'eau, parce qu'il y a plus de monde en fait dans ce bassin, il y a plus d'organismes, donc la lumière pénètre moins bien dans la colonne d'eau. Donc, on va avoir à un moment donné une saturation. Il y a trop de monde par rapport, en gros, hein, il y a vraiment trop d'organismes photosynthétiques dans la colonne d'eau. Donc, il va commencer à y avoir une mort de ces organismes. Ces organismes vont mourir et on va arriver dans la troisième, dans la quatrième, dans le quatrième bassin. Donc, premier bassin de la colonne du bas, de la ligne du bas, pardon. Et le fait que ces organismes meurent, ça va servir de nourriture à d'autres organismes qui sont des organismes qui respirent, qui font plus de photosynthèse, qui sont des bactéries. Et ces bactéries-là, bah, en fait, elles vont aussi consommer l'oxygène qui est présente dans l'eau, parce qu'elles ont besoin de l'oxygène pour leur métabolisme, pour digérer, et puis pour respirer et vivre. Donc elles vont utiliser cet oxygène. Donc là, on va avoir un effet boule de neige qui commence à s'emballer. On voit qu'on commence à avoir des choses qui réagissent à d'autres choses, qui réagissent à d'autres choses, et voilà, c'est l'effet boule de neige. Donc ces bactéries vont proliférer, vont consommer cette matière organique morte qui provient des algues. Ça va diminuer la concentration en oxygène du plan d'eau, et à un moment donné, bah, on va arriver où même les bactéries vont plus avoir d'oxygène pour vivre, donc elles vont aussi mourir. Donc on va avoir une mort à peu près de tous les groupes vivants dans ce plan d'eau. Et on arrive sur la catégorie, le bassin du milieu, avec diminution de l'oxygène, mort des espèces animales et végétales aussi, parce que les bactéries vont commencer tout l'oxygène. Donc là, on va plus toucher que aux bactéries ou aux algues, on va aussi toucher aux gros animaux vivants dans l'eau. Donc les poissons, tous les invertébrés vont finir par mourir n'ayant plus d'oxygène dans leur plan d'eau. Et la dernière étape de cette eutrophisation, c'est une production de composés réducteurs. Donc je ne sais pas si, enfin, vous avez dû l'observer, mais par exemple, quand vous êtes dans un plan d'eau et qu'il y a énormément de vases au fond de l'eau, avec un bâton ou avec votre rame, là, vous creusez un peu, puis vous allez voir des bulles qui remontent à la surface. Et c'est toujours compris dans une grosse couche de vase. Ces bulles-là, c'est du méthane, hein, c'est du gaz qui est un composé réducteur de cette eutrophisation. Donc, c'est vraiment des composés de dégradation organique qui sont un symptôme de la fin d'un processus d'eutrophisation. Donc on va avoir ces émanations de gaz, de méthane principalement, qui peuvent ressortir quand on brasse le fond de l'eau. Donc voilà un peu comment s'opère, quel est le processus de l'eutrophisation. Donc comment est-ce qu'on l'observe sur le terrain? Donc on l'observe par différents indicateurs, hein. On le voit pas comme ça, mais c'est vraiment des signaux. On va beaucoup travailler avec des signaux. Là, dans toute la présentation, je vais vraiment vous montrer des indicateurs qui nous indiquent qu'il y a des choses qui s'opèrent. Donc on va le voir avec les algues filamenteuses. Donc les algues filamenteuses sont vraiment un symptôme de quand il y a beaucoup trop de nutriments. Pour rappel, le phosphore et l'azote qu'il y a dans le plan d'eau. Donc ça va faire vraiment des proliférations d'algues filamenteuses qui font partie de la catégorie des algues vertes, qui font des masses flottantes, hein, qui sont assez spongieuses. Elles sont non toxiques et elles ont un impact direct sur l'activité anthropique, notamment avec les embarcations par exemple, où on va avoir ces algues qui vont se mettre un peu partout dans les engins, dans les bateaux, etc.
Donc ça, c'est un premier symptôme visuel d'algues filamenteuses. Faut rappeler aussi que ces algues filamenteuses, ils sont pas, c'est pas une espèce invasive ou dans le sens où c'est une espèce qui existe, qui est naturellement dans les lacs, mais qui arrive à se réguler quand les nutriments ne sont pas trop importants. C'est vraiment la quantité de nutriments qui va faire, entre guillemets, le poison. Ensuite, on a ce qu'on appelle les algues bleu-vert, ou communément appelées algues bleu-vert, mais on les appelle aussi des cyanobactéries. Donc ça, c'est des organismes qui sont ni animales ni végétales, hein. Donc c'est vraiment, c'est pas des bactéries, c'est pas non plus des algues, c'est entre les deux. C'est des organismes extrêmement vieux, hein, très préhistoriques dans le fond, qui existent depuis plus de 3 milliards d'années. Donc encore une fois, c'est pas des organismes qui sont arrivés comme ça d'un seul coup chez nous. C'est vraiment des organismes qui sont présents naturellement dans l'eau. Là, on regarde les photographies du bas. Vous prenez la photographie complètement à droite, on voit qu'une eau est claire, mais on voit des petites particules en suspension dedans. Ça peut ressembler à ça, des cyanobactéries. Et ces cyanobactéries, en fait, quand elles sont présentes de façon naturelle, elles posent pas de réels problèmes. Mais si vous commencez à faire un peu j'ai envie de dire une cuisine favorisant ça, c'est que vous prenez beaucoup de nutriments que vous mettez dans de l'eau, et puis vous rajoutez par-dessus ça un soupçon de chaleur. Vous allez avoir une prolifération phénoménale, assez importante, en très peu de temps. Ça se fait en quelques heures, voire en une journée, on peut avoir des blooms qui apparaissent d'une reproduction comme ça de ces micro-organismes qui vont faire ce qu'on appelle des blooms phytoplanctoniques, enfin des blooms de cyanobactéries qui vont ressembler à ce que vous avez sur la photographie de gauche. Donc on a l'impression qu'on a littéralement déversé un pot de peinture à la surface de l'eau. Et non, c'est pas de la peinture, c'est vraiment ces cyanobactéries qui sont multipliées, qui ont fait cette couche à la surface de l'eau. Ça peut être confondu au printemps avec le pollen. Des fois, on peut se dire, ah bah tiens, il y a des cyanobactéries. Bah non, c'est du pollen. Donc voilà, faut être vigilant aussi à ce qu'on observe. Les cyanobactéries peuvent engendrer des complications, notamment sur la salubrité au regard de l'eau. Donc on peut avoir des fois des contaminations trop importantes et interdire aux gens de se baigner ou d'avoir une activité avec le lac. Donc là, je vous ai dépeint un peu un portrait assez négatif hein, de ces organismes-là. Mais il faut encore une fois rappeler que c'est quelque chose qui, dans des conditions normales, existe dans un plan d'eau. Dans des conditions normales, le lac arrive à réguler tout ça. Tout le monde arrive à y trouver sa place. Et là, les photographies que je vous présente, en fait, c'est des plantes aquatiques ou des herbiers qui sont dans la zone littorale du lac que je vous présentais tout à l'heure, où on a vraiment une végétation qui est présente. Cette végétation est nécessaire dans l'écosystème. Elle sert de frayère pour certains poissons. C'est des zones de pêche et de chasse pour la vie faune, notamment. On peut avoir aussi des mulettes qui peuvent se retrouver dans certains de ces secteurs. Donc, c'est pas quelque chose de toxique, mais c'est le problème, ça va être que le dérèglement lié aux nutriments va faire que cette végétation peut tout coloniser, peut avoir un impact et se répandre partout sur un lac. Et ça, par contre, c'est ça qui est pas normal. Et c'est ça qu'on cherche à voir, dans le fond. Donc, si on fait un petit retour en arrière par rapport au projet lac en villégiature, on avait différents objectifs dans ce projet. Donc, on avait les trois premiers objectifs que je vais vous parler ce soir, hein, qui va être déterminer la qualité de l'eau et l'état trophique des deux lacs qu'on va parler ce soir. L'objectif 2, c'était d'évaluer l'impact anthropique. Donc, si on faisait le constat d'une qualité d'eau mauvaise, c'était d'essayer de trouver des pistes de d'où ça peut venir, quelle activité peut justifier ça. Et le troisième objectif qui va venir à la suite de ces présentations, ça va être la réalisation de plans d'action en concertation avec l'intégralité des acteurs du territoire pour essayer de remédier en fait au constat qu'on aura fait sur ces lacs, si des problématiques sont mises en avant. Donc pour l'objectif 1, la qualité de l'eau des lacs, comment est-ce qu'on s'y est pris? Donc, on a déjà commencé par évaluer une mesure de transparence de la colonne d'eau du lac. C'est un indicateur, encore une fois, hein, c'est un signal
cette mesure qui va nous orienter si on est plus vers un lac qui se trophise ou non. La mesure de la transparence, certains d'entre vous l'ont déjà faite en faisant partie de la Sentinelle des lacs. C'est un disque en fait noir et blanc que vous avez à l'image où on va le laisser descendre dans la colonne d'eau. Donc la colonne d'eau, quand je dirais toujours colonne d'eau, c'est vraiment, je le laisse tomber au fond du lac. J'appelle ça la colonne d'eau. Et lorsqu'on le voit disparaître, ce disque, depuis la surface, on s'arrête et on relève la mesure. Ça veut dire que là, l'eau est trop opaque pour qu'on puisse voir le disque, qu'il n'y a plus de lumière qui passe, donc il y a énormément de matière en suspension qui fait qu'on ne voit plus le disque. Donc c'est un indicateur visuel. Ensuite, on a utilisé un indicateur avec une sonde paramétrique. Donc en bas à droite, vous avez un peu le boîtier qu'on utilisait. Pareil, où au-dessus, on avait différents capteurs qu'on laissait descendre dans la colonne d'eau et tous les 1 mètre, on prenait des mesures. Ces mesures, ça pouvait être des mesures de température, des mesures de pH ou des mesures d'oxygène pour faire ce qu'on appelle un profil physique et chimique de la colonne d'eau du lac. Ensuite, on a aussi fait des tests d'échantillons d'eau. Donc, tout simplement, là, on remplissait une bouteille d'eau à peu près 1 mètre de profondeur pour faire analyser cette eau, pour voir la teneur en nutriments et en chlorophylle qu'on pouvait avoir dans le lac pendant notre période d'échantillonnage. Chaque mesure était toujours fait au même endroit. Donc on matérialisait l'emplacement exact par une bouée, que vous avez certainement dû voir pendant cet été, les bouées sur lesquelles on avait écrit nos coordonnées, sur lesquelles on allait à chaque fois qu'on faisait notre échantillonnage. Cet échantillonnage s'est étalé entre le printemps, l'été et l'automne, où à chaque saison, on passait une fois pour faire nos prélèvements. La qualité de l'eau des lacs avec l'enrichissement par les nutriments. Tout à l'heure, je vous parlais que les deux éléments principaux de l'enrichissement de l'eutrophisation d'un lac, c'était l'azote et le phosphore. Donc vous les avez là. Avec l'azote, quelles sont les sources potentielles d'azote, hein? Donc on peut avoir des sources qui sont plutôt d'origine industrielle. D'autres aussi au niveau des municipalités, on peut avoir des apports en azote, tout simplement avec du lessivage d'engrais inorganiques azotés qu'on peut avoir dans l'activité agricole ou dans l'activité aussi, j'ai envie de dire, pas récréative, mais par exemple quand on met de l'engrais dans son jardin ou qu'on veut mettre de l'engrais sur son gazon, etc. Donc on peut avoir un apport par lessivage de l'azote. Et ensuite, on a le deuxième élément qui est le phosphore. Donc lui, c'est un élément qui est normalement limitant dans l'environnement. C'est un peu lui qui va dire si des espèces peuvent proliférer ou non. Il est tellement présent en faible quantité dans l'environnement que c'est lui qui régule, on va dire, les populations végétales dans le milieu aquatique. La présence du phosphore dans l'eau, ça va vraiment avoir un effet d'accélérer le vieillissement du cours d'eau. Ça va réagir avec l'oxygène. Donc, ça va diminuer la quantité d'oxygène d'un milieu quand on a trop de phosphore parce qu'il va y avoir des liaisons particulières avec cette molécule. Et moins d'oxygène, ça influe directement sur la survie des espèces aquatiques et notamment des poissons. Ces sources potentielles, encore une fois, c'est à peu près les mêmes que l'azote. À ceci près qu'on peut aussi fortement appuyer sur l'usage de détergents. Là, vous avez le Tide Cold Water Clean. Là, si vous voulez un peu la lessive la plus riche en phosphore, bah, vous l'avez sous les yeux. Donc, le simple fait déjà de prendre une autre lessive, j'ai envie de dire, c'est déjà un effort de fait sur le relargage de phosphore dans l'environnement. C'est vraiment une marque qui en contient énormément. Ensuite, l'objectif 2, ça a été, une fois qu'on a fait cette analyse de l'eau de nos lacs, on s'est dit, bon, on va essayer de voir plus loin, on va essayer de voir plus large. Maintenant, on a pris un peu, j'ai envie de dire, la tension du lac, d'une certaine manière. Maintenant, on va regarder un peu comment son corps va. Donc, on va plutôt analyser ses bandes riveraines et l'occupation du sol qu'il a autour. Les bandes riveraines ont été donc répertoriées en courant d'été, donc en juin et en août par mes collègues où elle naviguait sur tout le tour du lac pour donner une note
sur l'état des bandes riveraines qui avaient sur une largeur de 10 à 15 mètres tout autour du lac. Donc cette note, elle s'attribue en fonction des différents types de structures paysagères qui étaient observées. Le tableau que vous avez là, ça va vous donner les notes qu'on attribuait en fonction de ce qu'on observait. On s'entend que quand on voyait une forêt ou des arbres, c'était une bonne bande riveraine avec un rôle écologique que je vais vous expliquer juste après, très bon, très important, donc oui, la note était haute. Par contre, si vous vous retrouvez avec un sol nu, bituminé ou alors juste de la roche, bah là, il n'y a pas vraiment de rôle écosystémique de cette bande riveraine, donc la note était basse. Pour faire plus simple, plus la note est basse, plus la bande riveraine est dégradée, plus la note est haute, meilleure se tient la bande riveraine. Et meilleur est son rôle écologique. Mais quel est le rôle écologique d'une bande riveraine? C'est quoi une bande riveraine et quel est son rôle? Euh, on va faire vraiment quelque chose de très imagé, et c'est comme ça que moi j'aime l'expliquer, c'est que vous imaginez qu'une bande riveraine, c'est une éponge. Une grosse éponge sèche, et que vos nutriments, en fait, ça va être un pichet d'eau. Vous allez verser ce pichet d'eau sur votre éponge. L'éponge va se gonfler et va retenir une quantité de l'eau que vous allez lui verser dessus. Donc ça, c'est exactement ça, une bande riveraine. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va retenir les nutriments, qui va les consommer, les utiliser, et qui va empêcher que tous ces nutriments finissent dans votre lac. Et là, ouais, c'est très simple de se l'imaginer. Après, vous vous dites, mais ouais, mais moi j'ai une éponge, je continue de verser de l'eau dessus, là. Bah, à un moment donné, mon éponge, elle est plus capable d'absorber l'eau que je verse dessus. Et cette eau ruisselle. Bah, c'est exactement la même chose avec la bande riveraine. C'est que la bande riveraine, elle va avoir à un moment donné une saturation de son efficacité. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une bande riveraine, on l'évalue à une dizaine, quinzaine de mètres pour qu'elle soit efficace. De la même façon que si vous prenez un dixième de votre éponge ou si vous prenez une éponge entière, vous n'allez pas pouvoir verser la même quantité d'eau dessus. Et elle va pas pouvoir absorber la même quantité d'eau. Donc les avantages d'une bande riveraine en bon état, c'est que ça va permettre justement la filtration. Donc la filtration des nutriments qui proviennent du milieu terrestre. Ça va avoir un phénomène de rétention aussi. Donc la végétation qu'il y a dessus avec le système racinaire, ça va vous maintenir votre berge. Donc ça va limiter l'érosion. Donc quand on va avoir des fortes pluies, on va pas avoir un lessivage intense qui va vraiment charrier de la matière organique avec des nutriments, avec d'autres minéraux et en plus des particules en suspension. Donc, cette végétation va maintenir la végétation et limiter ses apports dans le lac. Et ça va aussi permettre de créer des habitats dans la zone littorale où on va avoir des zones de frayère ou une végétation qui va aussi refroidir un petit peu les bords du lac. On s'entend que si vous faites l'expérience de vous mettre au bord du lac et que vous avez une belle végétation, vous asseyez au bord du lac et qu'à côté de ça, vous vous mettez sur des cailloux pareils au bord du lac, vous allez vous dire, ah, dis donc, ça chauffe là, et même les cailloux vont rayonner et ça va changer, la température va être plus élevée sur cette bordure du lac avec des cailloux par exemple plutôt qu'avec une une bande riveraine efficace. Et le troisième objectif, qui est un objectif à venir à la suite de cette présentation, ça va vraiment être la réalisation de 10 plans d'action, donc un plan d'action par lac, qui sera vraiment fait en sollicitant les municipalités, les associations de lacs et les MRC pour sa rédaction. Donc c'est quelque chose qui sera propre à chaque lac dans le sens que ça dépendra des problématiques, ça dépendra aussi des enjeux qu'on rencontre, s'il y a des enjeux particuliers qu'on ne rencontre pas dans d'autres endroits. Donc c'est vraiment quelque chose qui se veut dynamique et constructif pour tout le monde, pour qu'on puisse mettre un plan d'action dont l'objectif est d'améliorer la santé des lacs et ses environs avec les bandes riveraines. Donc voilà, l'implication des municipalités et des associations de lacs. Donc on compte vraiment sur vous hein, pour participer et puis venir construire ensemble ce plan d'action pour nos lacs. Là, on va entamer la partie des résultats. Si vous avez des questions sur cette première partie, je vous laisse la parole. N'hésitez vraiment pas. Tout a été clair pour vous? Euh, Moi, j'aurais une question. Oui? C'est pas nécessairement relatif à la présentation comme telle, c'est relatif.
à la caractérisation de ce qu'est un lac. Oui. La municipalité de Saint-Hubert indique que le lac de la Grande Fourche est un lac artificiel. J'ai questionné la municipalité pour savoir pourquoi ils arrivaient à déterminer que le lac Saint-Hubert, moi je vais au lac depuis 50, 60 ans et jamais on a pensé que le de la Grande Fourche était un lac artificiel. Est-ce que c'est une erreur de caractérisation où il y a des caractéristiques particulières? Ce serait à cause du barrage sur la rivière Sénescoupé. Mais est-ce qu'on peut qualifier le lac de la Grande Fourche de lac artificiel? Alors tout à fait. C'est absolument pas une erreur, hein. Le lac de la Grande Fourche est vraiment un lac artificiel. Avant, c'était une rivière. D'ailleurs, pour ceux qui pratiquent ce lac, certaines périodes de l'année, on peut encore voir le lit de la rivière. On peut voir l'eau au milieu. On voit encore le tracé de la rivière. Donc c'est vraiment un lac qui a été créé à la base avec ce barrage pour créer cette étendue d'eau. Donc c'est vraiment un lac dit artificiel. OK, merci beaucoup. On passe au résultat. Je pense que c'est tout le monde attend ça. Donc, on va commencer avec les résultats justement du lac de la Grande Fourche, avec les résultats de la campagne d'échantillonnage. Voilà les premiers résultats. Là, ce que vous avez sous les yeux, on a donc les trois passages. Le passage du 8 mai, 12 septembre et 12 octobre. Et le graphique que vous avez sous les yeux, c'est le profil que je vous parlais. Donc il se lit de haut en bas. C'est des mesures d'oxygène et de température qui ont été faites depuis la surface du lac jusqu'à son substrat, donc juste jusqu'au fond du lac. Ce qu'on peut voir, si on prend hop, le passage du 8 mai, on observe que la température depuis, si vous vous rappelez un petit peu ce que je vous disais sur comment se travaille un lac avec le brassage, la stratification, etc. Là, on voit que la température à la surface du lac et la température jusqu'au fond du lac est la même. Et on voit que l'oxygène, globalement, reste le même. Ce qui veut dire que là, typiquement, on a fait une vinaigrette. C'est-à-dire qu'on a mélangé notre huile, notre vinaigre, la colonne d'eau est homogène. La même température se trouve à la surface et en profondeur. Donc on est en période dite de brassage naturel printanier. Donc on voit bien que les deux indicateurs qu'est la température et l'oxygène forment une ligne droite. Si on est un peu critique, on voit que quand même l'oxygène va varier un petit peu quelque part aux alentours de moins 1 mètre, enfin 1 mètre de profondeur, 4 mètres de profondeur. On voit une petite courbe là. Ça indique qu'il y a une consommation d'oxygène liée à une activité organique. C'est ça que ça peut nous traduire. Si on regarde au niveau du 12 septembre, pareil. Là, ce que vous voyez, la courbe de la température, là, a fait un petit coude. C'est un artefact, on appelle ça un artefact en sciences, enfin en hydrologie. C'est quelque chose qui est à pas à prendre à considération. Donc, bon, bah, là, pour le coup, croyez-moi, là, mais c'est quelque chose qui n'est pas à relever. Par contre, l'oxygène, on le voit, il forme une ligne droite. Et sur les deux, trois derniers mètres, on voit qu'il chute drastiquement. Donc il n'est pas à zéro, mais on voit quand même une diminution qui nous signale aussi que dans cette zone-là, on a une consommation de l'oxygène, ce qui veut dire qu'on a une production organique. Et voilà, c'est ça. Cette petite zone-là, où on voit quand même qu'entre le huitième et dixième mètre, on voit que tac, ah, il y a quand même une diminution. On passe aux alentours de 5 milligrammes par litre d'oxygène. Pour le mois d'octobre, là, paf, on se retrouve sur le même schéma qu'au printemps. On est encore sur une phase de brassage. Donc là, pour ce lac-là, que ça soit le printemps, l'été ou l'automne, ce lac-là ne se stratifie pas. Il va être en brassage pendant ces trois saisons.
Et ça s'explique aussi avec l'orientation du lac par rapport au vent, et aussi probablement aussi par le fait que justement c'est un lac artificiel avec une rivière à l'origine. C'est quelque chose qui peut expliquer le fait que le lac se brasse durant ces 3 saisons. Maintenant, l'analyse des nutriments. Donc ça, c'est l'analyse de laboratoire qui est fait par rapport au phosphore, au phosphore, à l'azote et à la chlorophylle. Donc vous l'avez pour chacun des passages. Donc le passage du 26 avril, du 12 août et du 5 septembre. Là, ce qu'on peut observer, c'est que plus vous allez avoir des indicateurs qui partent sur le vert foncé, plus vous allez être sur un indicateur qui traduit une eutrophisation du lac. Encore une fois, hein, ces indicateurs ont été faits une seule fois, enfin 3 fois, donc une fois par passage. C'est un indicateur. Encore une fois, c'est pas, c'est quelque chose qu'il faut se dire, tiens, ça nous donne cette indication-là. Mais on ne peut pas en faire une déduction sur toute l'année. C'est vraiment sur une période ponctuelle, mais ça nous donne une indication déjà sur son état de santé. On a pris, en gros, on a pris la température, on va dire, du lac. Et ces résultats, une fois qu'on les synthétise, on obtient quand même un lac qui présente une eutrophisation. Donc on se trouve, quand on regarde les petits dessins du bas, on se trouve sur le troisième en partant de la gauche, donc dans un système eutrophe. Donc on a un enrichissement important en nutriments, on le voit notamment avec l'azote du 5 novembre. Ce qui traduit aussi un développement bactérien. Ça, on l'a vu tout à l'heure quand je vous expliquais la diminution en oxygène. On voit la diminution en oxygène liée à une activité biologique. Donc, ça reste cohérent avec une activité bactérienne et algale dans le plan d'eau. Et ça peut avoir un impact fort sur la vie aquatique. Cette eutrophisation, elle va impacter la vie aquatique du lac. Concernant les autres mesures qu'on a prises sur le lac, on a aussi fait une détection d'espèces exotiques invasives et notamment de moules zébrés. On avait mis des bouées où pouvaient se fixer les larves de moules zébrés. En 2024, pour le lac de la Grande Fourche, on n'en a pas trouvé. On a aussi fait une analyse des coliformes fécaux. Les coliformes fécaux sont aussi c'est aussi quelque chose d'impactant au niveau de l'eutrophisation et aussi au niveau sanitaire, où une quantité trop importante de coliformes fécaux retrouvés liés à de l'épandage agricole ou liés à de mauvaises installations septiques peuvent engendrer un problème au niveau de l'usage récréatif du lac. Donc on a retrouvé que 2 unités, ce qui rentre dans la catégorie d'une qualité d'eau excellente. Mais je pondère quand même cette mesure parce qu'on ne l'a fait qu'une seule fois. Et quand on est passé, on n'en a pas détecté. Mais quand on est passé le 12 septembre, on n'en a pas détecté. Mais rien ne me dit que le 15 août, c'était aussi bon. Donc l'indicateur est correct pour ce passage-là, mais ça reste quand même bon à cette date-là. Concernant la transparence avec le suivi du disque que je vous ai présenté tout à l'heure, on a un lac qui a une transparence moyenne d'à peu près 2,70 m. Donc c'est un indicateur qui porte à croire que le lac est sur une qualité méso-eutrophe. Donc ces relevés ont été possibles aussi. Donc nous, on a effectué 3 relevés et 5 relevés ont été faits par la Sentinelle des lacs, que je remercie pour les données qui nous a envoyées, qui nous ont permis d'utiliser ce paramètre pour calculer l'eutrophisation du lac. Concernant l'occupation du sol, donc tout à l'heure, je vous ai présenté, on a fait la santé, on a échantillonné le lac, et après on allait voir un peu plus loin, donc l'occupation du sol avec les bandes riveraines. Donc là, vous avez la cartographie du bassin versant du lac de la Grande Fourche avec son occupation du sol, pour voir un peu qu'est-ce que ça pourrait, quelles sont les occupations de sol qui pourraient avoir un impact sur l'eutrophisation du lac. On voit que bon, on a 63% de cette occupation qui est liée à la foresterie. Et on voit quand même
sur la zone sud-est du lac, on voit qu'on a la majorité de l'activité agricole et sur la face nord-ouest, l'activité anthropique de villégiature qui borde tout le lac. Donc c'est matérialisé par la couleur mauve sur la cartographie. On voit aussi qu'on a des zones humides qui sont plus en amont du lac, qui sont bien présentes aussi. Là, je vous présente une occupation du sol. Donc, cette occupation du sol ne date pas d'aujourd'hui, elle date de 2006, mais c'est aussi pour signaler que cette occupation de sol n'a pas tant changé que ça entre 2006 et 2024. On voit toujours ces patchs, les patchs forestiers, les patchs agricoles entre 2006 et 2024. Donc, on voit que, il y a eu de l'agrandissement, mais on reste quand même sur une tendance similaire. Maintenant, on va parler de l'indice des bandes riveraines, donc la qualité de ces fameuses éponges là tout autour de votre lac. Donc les couleurs là parlent pas mal d'elles-mêmes. On voit bien que le lac il est divisé en deux zones, hein. On voit la zone sud qui est peu où il y a, qui est pas occupée ou très peu très très peu occupée avec des bandes riveraines qui sont fonctionnelles, qui accomplissent leur rôle écologique, qui représentent à peu près 39% de l'intégralité des bandes riveraines du lac. Et toute la partie centre et nord du lac, où on voit là, on est sur des panaches vert clair à tendance orange-rouge. C'est-à-dire que à partir du moment où on rentre dans une couleur jaune, on considère que là déjà la bande riveraine, son utilité est impactée. Orange, son utilité est plus que dégradée et rouge, elle est inefficace, totalement inefficace. Donc là, on peut voir un peu où se trouvent les bandes riveraines qui pourraient être restaurées ou améliorées en tout cas. Le petit bilan par rapport à ces bandes riveraines, c'est que voilà, 53% des bandes riveraines sont très artificialisées ou totalement artificialisées. Que, comme je vous disais, elles accomplissent plus leur rôle écologique, hein. L'éponge, on va dire que là, l'éponge, elle est toute scrap, elle marche plus. Et on a 47% des bandes riveraines qui, elles, accomplissent leur rôle écologique et ça se situe principalement dans le sud du lac. Et pour rappel, une bande riveraine est efficace sur une largeur de 10 à 15 mètres. Et c'est vraiment sur ces 10 à 15 mètres qu'a été évalué l'indice de bande riveraine que je vous ai présenté ici, là. Euh, On peut avoir des arbres, une lignée d'arbres ou une végétation directement au pied de l'arbre, au pied du lac, pardon, d'un mètre de large. C'est pas suffisant pour qu'elle ait un rôle écologique. Donc c'est ça, c'est vraiment entre 10 et 15 mètres qu'une bande riveraine est efficace. Vous voyez avec le petit schéma en bas où on voit vraiment une végétation qui permet de retenir maximum de nutriments. Je vais passer maintenant au lac Saint-Hubert. Je peux faire aussi une petite pause si quelqu'un a des questions à ce sujet ou s'il veut attendre la fin du deuxième lac, comme vous voulez. Vas-y. Euh, le petit lac, je me questionne toujours aussi sur le fait que le lac, la Grande Fourche, soit un lac artificiel. Le lac Saint-Hubert, en fait, dans un lac, il y a toujours une source, hein. Sinon, il n'y a pas de lac. Puis, s'il n'y a pas de source, puis il y a un lac, ça peut arriver, mais là, le lac va s'évaporer, puis à un moment donné, il n'y en aura plus. Donc, le lac La Grande Fourche est un lac artificiel. Le lac Saint-Hubert est quoi? Le lac Saint-Hubert n'est pas à ma connaissance, n'est pas un lac artificiel. Pour répondre à votre question, voudriez savoir d'où est la source du lac Saint-Hubert, c'est ça? Ah, remettez votre micro. Il y a sûrement une source, puis le lac La Grande Fourche aussi a une source Oui, au sud du lac, là. oui. Bon, Bah parce que le lac de la Grande Fourche aussi, il faut se rappeler que c'était aussi une rivière, là. pardon? Oui, avant, oui, c'est ça. En tout cas, j'essaie de comprendre, là, physiologiquement ou géologiquement, la différence entre ces deux lacs-là quand on a une rivière qui nourrit le lac, là.
Ben, Julien, tu voudrais-tu remontrer ta carte d'occupation du sol? Je pense on voit les deux bassins versants un à Ouais. côté de l'autre, là. Puis on peut peut-être expliquer le trajet que ça fait, là, l'eau, Un là. petit peu. Ouais, c'est là. Ouais, c'est ça. Oui, Donc c'est ça. là, on le voit euh, qu'ici, cette rivière-là va redescendre et va finir par se jeter dans la Grande Fourche, là. Elle descend là. Là, Elle le descend. Saint-Hubert, le sens d'écoulement, il est du nord vers le sud, et dans le sens de la Grande Fourche, c'est du sud vers le nord. Ah, OK. Donc Donc, l'eau, l'eau en fait va s'écouler, et puis ici, ça va dans l'autre sens. C'est par rapport. Là, ce qu'on voit pas sur la carte, dans le fond, ce qui est un peu mêlant, c'est qu'on n'a pas la topographie, on n'a pas le relief. OK. Que quand on voit le OK. relief, tout de suite, c'est plus parlant, là. OK. je Je vois un peu. rajouterais, si je me trompe pas, le lac Saint-Hubert, c'est un lac de tête de bassin versant. Oui, Oui. Puis son eau, dans le fond, coule vers le lac de la Grande Fourche, c'est ça. OK. OK, parfait. Merci beaucoup. en passant par une série de milieux humides aussi, là, Hmm. entre les OK. deux. OK. Merci. On passe sur les résultats du petit lac Saint-Hubert. Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui. Donc les résultats du lac Saint-Hubert, on a à peu près le même profil en termes d'oxygène et de température que le lac de la Grande Fourche. On voit bien que au printemps, on est aussi sur une période de brassage avec la température de surface et en profondeur qui est identique, ainsi que l'oxygène. Donc encore une fois, là, il faut se rappeler ce shaker de vinaigrette qu'on a fait. Donc on est en période de brassage. En période estivale, on se retrouve aussi en période de brassage. Mais cette période de brassage-là, on voit aussi le même phénomène qui est peut-être moins marqué, mais on voit cette zone où sur les derniers mètres, on a quand même une diminution de l'oxygène. Normalement, ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est la même chose pour le lac de la Grande Fourche. Normalement, quand on est tout le temps en brassage, l'oxygène, il devrait pas diminuer dans le fond s'il n'y a pas d'activité organique. C'est que on est tout le temps en train de brasser, donc les organismes s'il n'y a pas d'organisme qui se reproduit, qui a une activité à cet endroit-là, on ne devrait pas avoir de diminution d'oxygène. Là, on est en brassage et on voit une légère diminution d'oxygène, donc ça suspecte aussi une production organique, même si on est en période de brassage dans le lac. Et en période automnale, on repart aussi en période de brassage, donc il fait moins chaud aussi, hein, donc l'activité organique ralentit, donc on observe plus cette diminution d'oxygène en profondeur. Par rapport aux analyses de nutriments, donc en phosphore et en azote, on voit que pour le 24 avril, on est sur une concentration en azote qui est quand même assez importante. Donc, beaucoup d'azote total. Donc quand on dit azote total, c'est-à-dire on fait la somme de tous les différents types d'azote qu'il peut y avoir dans l'eau, donc que ce soit des nitrates, des nitrites, etc. Pour le mois d'août, on n'observe pas d'indicateur au niveau des nutriments parce qu'on les a pas fait, mais on voit quand même qu'il y avait eu cette consommation d'oxygène en profondeur, ce qui nous indique une activité organique importante. Et pour le 13 novembre, on retrouve en fait, quand on refait les mesures en termes de nutriments, on retrouve une concentration en azote importante. Le phosphore semble correct pour cet indicateur-là à cette période-là. Mais en me faisant la somme et en prenant les éléments d'eutrophisation, on se retrouve aussi avec un lac qui est eutrophe, au regard de l'azote surtout. Donc une présence d'azote qui est importante, beaucoup trop importante, et qui nous signale une eutrophisation au regard des nutriments retrouvés. Par rapport aux autres paramètres de mesure qu'on a pris, la moule zébrée, par exemple, on ne l'a pas détectée non plus dans le lac Saint-Hubert. Et pour les coliformes fécaux, à la date du 12 septembre, on est aussi sur une eau contenant très peu de coliformes fécaux.
donc sur une eau qui permet tout usage récréatif à cette date. Encore une fois, c'est à cette date précise. On ne sait pas ce qui se passe avant et après. Par rapport à la transparence du lac Saint-Hubert, donc on a eu 3 relevés qu'on a effectués nous. 5 relevés ont été effectués par la Sentinelle des lacs. Et on est sur une moyenne de profondeur de transparence d'à peu près 2,42 m. Donc c'est un indicateur qui nous le met pas dans... Cet indicateur-là ne serait pas sur de l'eutrophe, mais plus sur du méso-eutrophe, juste avant. Mais on est vraiment à la limite du critère eutrophe. Le résultat reste malgré tout sur une tendance d'eutrophisation. Concernant l'occupation du sol du bassin versant du lac Saint-Hubert, comme pour le lac de la Grande Fourche, là on va voir les différents types d'occupation du sol qu'on a. On est principalement sur du forestier et on voit aussi que l'activité agricole est très ciblée et vraiment à un endroit bien précis du lac, sur une bande côté est. On voit aussi toute l'activité, la zone anthropique, donc l'activité de villégiature là, qui ceinture vraiment tout le lac tout autour. Malgré une présence de forestière, on voit il y a quand même du mauve qui peut avoir un impact sur l'eutrophisation et donc sur l'apport en nutriments dans le lac. Là, je vous présente la carte, comme tout à l'heure, hein, la carte du bassin versant du lac Saint-Hubert en 2006, avec les petits points noirs. C'était la localisation des résidences riveraines à cette date-là. Donc on voit la ceinture de villégiature. On voit aussi le patch plutôt vert clair, le patch agricole, et le vert foncé, l'habitat forestier. Concernant l'indice de l'IQBR, là on est sur quelque chose de différent. On voit que c'est quand même beaucoup plus partagé le camembert. Là, on voit qu'on a 44% des bandes riveraines qui ont une efficacité dans leur rôle écologique d'éponge, j'ai envie de dire. Et on a 52% plus 4, donc 56% de bandes riveraines qui sont dans un état plus ou moins dégradé, avec 4% des bandes riveraines autour du lac qui sont totalement inefficaces, 30% qui sont semi-perméables, j'ai envie de dire, et 22% qui, elles, qui sont fonctionnelles, mais qui sont pas au top de leur forme non plus. Donc, encore une fois, ces bandes riveraines hein, ont vraiment été faites depuis le canot par les collègues qui ont sillonné les bordures du lac depuis l'intérieur du lac en répertoriant la structure paysagère sur une largeur de 15 mètres tout autour du lac. Le petit bilan de cet indice IQBR, on voit qu'il y a 56% des bandes riveraines qui sont entre moyennement artificialisées à totalement artificialisées et que 44% de ces bandes sont efficaces. Donc on est pas à l'équilibre, mais on est quasiment moitié-moitié. Donc il y a au moins 56% des bandes riveraines sur lesquelles on pourrait agir pour leur redonner leur rôle écologique au regard de la santé du lac. Voilà les résultats pour le lac Saint-Hubert. Donc ça a été un peu plus rapide, parce que il y avait des choses qui se répétaient par rapport au lac de la Grande Fourche. Est-ce que vous avez des questions sur ces résultats? Est-ce que vous avez des choses que vous ne comprenez pas, des choses que vous souhaiteriez qu'on approfondisse avant de rentrer dans la partie de la conclusion et des suggestions face à ces constats? J'aurais une question. Oui, Si on regarde ça dans le temps, chaque lac a son importance, là. Le lac Saint-Hubert se déversant dans le lac La Grande Fourche, s'il s'eutrophise avant, j'imagine que ça va avoir un effet direct sur le lac La Grande Fourche automatiquement, non? exactement ce que vous dites là. Je vais revenir un peu en arrière, mais ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que ce lac-là, il va finir par se rejeter dans le lac de la Grande Fauche. Donc nécessairement, si le lac Saint-Hubert est pas bien, il a des symptômes. C'est pas dit que le trajet de l'eau
parmi ces zones humides, ces zones de boisement, avant de se jeter dans le lac de la Grande Fourche, puisse, entre guillemets, purifier cette eau, puisse absorber, en fait, cette surcharge de nutriments. C'est pas dit. Ça, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de vous le dire avec certitude, mais c'est ça l'hypothèse. C'est que si le lac Saint-Hubert se retrouve pas bien, il y a des fortes chances qu'il alimente et, entre guillemets, contamine d'une certaine manière le lac de la Grande Fourche. On ne sait pas quel est le pouvoir, on va dire le pouvoir purificateur, je vais dire ça comme ça, du réseau de rivières qui sort du lac Saint-Hubert avant de se mettre dans la Grande Fourche. OK. Oui, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on se dirige plus vers le mode solution? Non? Je pense qu'on peut passer peut-être à la prochaine section, puis peut-être que ça va alimenter la discussion. Ok. Donc là, je reprends les deux lacs avec ce que je vous ai présenté. Les caractéristiques du lac, hein, on est vraiment sur des lacs qui sont en brassage les deux sur les 3 saisons. Au niveau physico-chimie, on a constaté qu'il y a quand même un enrichissement de matière organique. Ces indicateurs, cet enrichissement était soit traduit par de l'azote qu'on retrouvait en quantité, par une transparence qui était faible, ou par une prolifération de chlorophylle qu'on peut avoir, qui consomme cette matière organique et qui traduit le signal d'une eutrophisation. Donc on a constaté ça sur les deux lacs. On a aussi constaté que bon, les coliformes fécaux, il n'y en a pas à cette date donnée, mais on le dit aussi en se disant, ben, est-ce que c'est comme ça toute l'année ou pas? On n'a pas eu de moules zébrés, donc c'est plutôt un très bon point, hein. Faut que ça dure, j'ai envie de dire. L'influence majoritaire jugée par rapport à la cartographie que je vous ai présentée en amont du lac qui pourrait intervenir dans l'eutrophisation du lac, donc c'est de la villégiature et de l'agricole pour le lac de la Grande Fourche, hein. On l'a vraiment vu avec la face est du lac où on voit qu'on est à une surface agricole plus importante qui pourrait aussi être un apport en nutriments. Et le lac Saint-Hubert, la villégiature et l'agricole en partie. L'agricole, parce qu'on voit qu'il y a quand même un petit patch et on ne sait pas, voilà, il y a de l'expertise encore, il y a de la prospection à faire, j'ai envie de dire, dans ce secteur-là, parce qu'on sait dans la littérature, on sait que certaines activités sont des activités favorisant l'eutrophisation des lacs, mais on ne sait pas à l'heure actuelle à quel niveau, enfin, à quelle hauteur ça joue. Donc il y a encore de l'investigation à faire sur ce côté-là. Et l'état des bandes riveraines, bon, voilà, là c'est un fait, hein, c'est un constat. On voit bien que pour le lac de la Grande Fourche, 53% et le lac Saint-Hubert, 56% des bandes riveraines sont artificialisées plus ou moins fortement. Donc ces bandes riveraines-là ne remplissent pas dans la totalité leur rôle écologique. Donc on a déjà un axe d'action au regard des bandes riveraines par rapport à l'eutrophisation de ces deux lacs sur lequel on peut agir. Donc les suggestions par rapport à ces constats, donc c'est ce que je vous disais juste avant, hein, c'est bah, accompagner aussi les riverains pour reconstruire les bandes riveraines qui sont dans un état dégradé écologiquement, de voir avec vous de quelle manière on peut reconstituer cette bande riveraine pour la rendre plus spongieuse, j'ai envie de dire. Euh, Continuer, c'est pas parce que la moule zébrine est absente et qu'on peut dire ouf, hein, on n'est pas à l'abri d'une contamination de cette espèce, loin de là. Donc continuer à faire un effort sur la communication au regard des espèces exotiques hein, envahissantes. On n'a vraiment pas envie que la moule zébrée arrive dans le lac Saint-Hubert, par exemple, parce qu'on pourrait, pour
il pourrait y avoir lac Saint-Hubert, lac de la Grande Fourche, c'est pas très loin. Il pourrait y avoir l'un comme l'autre qui soit contaminé. On continue à faire un effort sur la prévention à ce regard. Qu'on aussi parlé de l'usage de bateaux à moteur, hein, de l'activité nautique sur la Grande Fourche, parce qu'il y a quand même beaucoup de navigation sur ce lac-là, même s'il est d'origine anthropique, ce lac c'est un lac artificiel, etc. Bah, il y a quand même une activité nautique qui favorise l'eutrophisation, tout simplement parce que en fait, l'effet de la navigation, pour le schématiser, c'est quand vous venez de vous servir une soupe et qu'elle est trop chaude, et ben vous allez la touiller avec votre cuillère. Et ben c'est la même affaire avec le bateau, c'est que vous allez remuer trop frénétiquement l'eau dans la colonne d'eau et vous allez remettre de la matière en suspension. Vous allez brasser encore plus le lac et ça va accélérer en fait un phénomène de production organique qui par la suite va être décomposé par des bactéries. Et puis là, en fait, vous êtes en train d'alimenter cette fameuse boule de neige que je vous expliquais en début de présentation. Euh, suggestion, c'est vraiment de faire une concertation avec l'ensemble des acteurs, hein. Donc c'est vraiment ce cahier de- d'actions concrètes qu'on veut mettre en place par rapport à ce qu'on observe en problématique autour du lac. Donc c'est pas juste une solution, c'est pas j'ai pas une réponse, on n'a pas une seule réponse sur comment enrayer cette eutrophisation-là. Cette réponse, elle est vraiment multiple, elle touche différents secteurs, elle va toucher les bandes riveraines, elle va toucher un travail sur les bandes riveraines, elle va toucher un travail sur la navigation, elle va toucher un travail sur la sensibilisation au niveau des espèces exotiques invasives, elle va toucher un volet sur, par exemple, les installations septiques, voir les installations septiques si elles sont en normes, parce que les installations septiques, elles ont une durée de vie, hein. Une fosse septique, on doit la vider tous les 2 3 ans en fonction de sa taille. Un champ d'épuration, pareil, ça a une durée de vie d'une vingtaine d'années. Donc vérifier si ces installations septiques sont toujours euh, opérationnelles, j'ai envie de dire. Euh, Travailler aussi avec, par exemple, les agriculteurs, connaître un peu plus leurs pratiques pour savoir si des pratiques sont améliorables ou non. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc voilà, il y a vraiment tout un champ d'investigation à faire, tout un travail à faire avec vous, avec les municipalités, les MRC, pour travailler sur toutes ces origines. Parce qu'à date, on a fait ce constat. Maintenant, il faut travailler sur les sources. Parce que l'objectif, ça va pas enfin, cette eutrophisation, on peut l'avoir diminuée, on peut l'enrayer, on peut la faire quasiment disparaître. Il y aura toujours des cicatrices, mais on peut vraiment faire un travail dessus. Et l'objectif de ces suggestions, pardon, c'est vraiment de fermer ces robinets qui sont les robinets d'arrivée de nutriments potentiels dans le lac, qui font vieillir prématurément le lac. L'objectif et les suggestions qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de travailler ensemble pour fermer ces robinets. Donc voilà, c'est ça. La qualité de l'eau, c'est vraiment une affaire c'est une affaire de tous, hein. On est tous impactés de près ou de loin. Que ça soit même une personne qui n'est pas du tout sensible au lac et puis qui veut juste je sais pas, avoir un chalet pour le revendre, etc. Mais il n'arrivera pas forcément à le revendre si la qualité du lac qui se trouve au pied de son chalet est complètement scrap. Donc ça va pas aller. Les pêcheurs ont tout un intérêt. Tout le monde a un intérêt pour travailler sur ces différents tuyaux là qui permettent de fermer les robinets de l'arrivée en nutriments et de faire perdurer la longévité de nos lacs, qu'ils soient artificiels ou non, hein, dans le fond. Parce qu'on voit bien qu'entre un lac qui se trophise sur des centaines d'années et des lacs qui vont se trophiser de plus en plus rapidement, parce que ça fait vraiment l'effet boule de neige, on est vraiment à une période où on peut agir, où on peut euh, comment dire, revenir sur un chemin beaucoup plus résilient sur la vie de nos lacs. Je vous remercie pour votre écoute et ben, si vous avez d'autres questions. J'ai une question optimiste. Oui. Pensez-vous qu'on va avoir de la truite à nouveau dans ce lac?
Je sais pas. Je savais pas. Je sais pas. C'est sûr que si on se retrouve avec un lac qui s'eutrophise et puis qu'on va avoir de moins en moins d'oxygène dans la colonne d'eau, si jamais on continue d'observer un processus d'eutrophisation, je pense que là, la truite, on peut faire une croix dessus. Euh, mais c'est ça, c'est que, en fait, c'est un constat, encore une fois, c'est un constat qui peut ne pas forcément faire plaisir, hein. On s'attache à notre lac, on s'attache à tout ça, mais je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, et, euh, et je suis vraiment, enfin, toute notre équipe, on est tous vraiment motivés sur ce sujet-là, parce qu'on peut vraiment faire la différence sur l'état de santé de nos lacs. Et chacun peut se dire, bon, bah voilà, moi j'ai mis ma pierre un peu à l'édifice, je me suis investi là-dedans, et puis ça fera la boule de neige de l'eutrophisation, il faut qu'elle fasse boule de neige, mais de l'autre sens. C'est-à-dire que, ah bah tiens, t'as vu, check, il a refait toute une bande, là, c'est vraiment le fun, là. Et on va vraiment faire cet effet de boule de neige-là, il va y avoir un dialogue aussi, parce qu'on a tous des intérêts différents même au niveau agricole. Euh, des fois, on me dit, ah ouais, bah là, le lac, il est eutrophe, il est hyper eutrophe, il est dégueulasse. Ah, mais c'est parce qu'il y a de l'agriculture à côté. Ben non, je suis pas d'accord d'avoir ce propos-là aussi, parce que de l'agriculture, on en a besoin. On a besoin d'avoir cette agriculture sur notre territoire. Ils ont aussi des contraintes, hein, ces personnes-là, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais voilà, on a des pistes d'action et je pense que c'est à chacun d'avoir conscience de ça. Et puis d'agir avec ce qu'il peut, sur lequel il peut agir. J'ai une question. Oui, Hélène? Oui. Écoutez, je crois beaucoup à toutes les choses que vous parlez, mais je regarde au lac de la Grand-Fourche, il y a eu énormément d'actions par l'association pour essayer d'améliorer les bandes riveraines avec des étudiants qui venaient aider à planter des plantes avec des coûts très bas. Malgré ça, malgré de nombreuses années où ils ont fait ça, ça peut changer. En ce qui concerne la navigation, on nous dit qu'il n'y a aucun pouvoir de faire des contrôles par rapport à ce qu'on peut mettre. On voulait éviter les plus gros moteurs ou les bateaux qui font des grosses vagues. On nous dit qu'on ne peut pas réglementer là-dessus. Euh, Malgré tout ça, je trouve votre présentation intéressante, mais je demeure pessimiste devant les actions qui ont déjà été faites. Est-ce qu'il y a des choses plus concrètes par le gouvernement ou tout ça qui peuvent aider à essayer de forcer un peu la main aux gens réticents à faire des bandes riveraines ou autre? Je ne sais pas, je pose la question. Alors, je vais répondre déjà sur le côté des bandes riveraines. Après, il faut voir ça en différents temps. C'est-à-dire que les actions qui sont menées, je peux pas me permettre de dire qu'elles sont inefficaces, tout simplement parce que ça va mettre du temps. Une bande riveraine, avant d'avoir une efficacité, on s'entend quand on est sur un écosystème qui a plusieurs centaines d'années à se mettre en place. C'est sûr que recréer des bandes riveraines pour qu'un système racinaire, etc., soit efficace, que ça commence à capter, qu'on ait vraiment une efficacité de cette bande riveraine-là, ça va mettre un petit peu de temps. Ça va pas mettre des siècles, mais ça va mettre du temps. Donc déjà, les premiers résultats de cette action ne va pas arriver du jour au lendemain. Deuxièmement, par rapport à la réglementation, il peut y avoir, alors à ma connaissance, et si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de réglementation, on va dire, de police par rapport à l'activité nautique, mais c'est quelque chose qui peut être fait avec une demande au niveau fédéral. Donc c'est l'étape d'au-dessus. C'est que là, on va avoir un code éthique de navigation, mais il n'y a pas l'enjeu de police. Si les choses ne suffisent vraiment pas, il y a toute une procédure pour faire une demande de réglementation de police sur la navigation d'un lac. J'aurais tendance à dire aussi que, tu sais, là, on parle de bande riveraine, on parle de navigation. Ben, j'aurais tendance à dire deux choses. L'eutrophisation, pour renverser l'eutrophisation puis essayer d'améliorer la qualité de l'eau dans notre lac, il faut compter ça quand même aussi en dizaines d'années, là. Fait Mhm. que ça se fait pas du jour au lendemain. Puis comme disait Julien, effectivement, avant qu'une bande riveraine soit fonctionnelle, ça prend plusieurs années. Puis quand on a fait l'indice de qualité des bandes riveraines, on l'a évalué sur une distance de 10 à 15 mètres. Fait qu'on est conscient aussi que sur le bord des lacs, vous avez souvent
des plus petits terrains. Donc, parfois, c'est possible de faire des bonnes bandes riveraines de 10 à 15 mètres. Parfois, on sait que c'est pas tout à fait possible non plus. Mais l'idée, ça serait quand même des élargir au maximum, si je peux faire une recommandation comme ça. Mhm. Euh, donc, il y avait ça. Puis l'autre chose sur laquelle je voulais faire du pouce aussi, c'est les installations septiques. Parce que les installations septiques, c'est une autre source considérable d'apport en nutriments vers un lac, notamment en phosphore puis en azote. Dans le cas de vos deux lacs, on voit beaucoup d'azote dans les deux lacs. Donc, ça pourrait être quand même une source potentielle, les installations septiques. Surtout dans le cas du lac Saint-Hubert où c'est presque juste la villégiature, en fait, qui est autour du lac, parce que sinon, c'est presque entièrement forestier, là. Ah, Fait que potentiellement que ça serait une source. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je ne sais pas si au niveau de la municipalité, il y a eu des actions qui ont été faites, mais la municipalité peut aider aussi les riverains pour la mise aux normes des installations septiques. Puis ça, à ce moment-là, c'est mis au compte de taxes. C'est le riverain qui rembourse sur le compte de taxes sur une durée là, d'environ 20 ans, mais ça permet quand même d'avoir une capacité là, financière pour être capable de changer son installation septique. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Là, dans le fond, juste, ça a été dit, mais je veux juste le redire. Après les fêtes, la prochaine étape, ça va être de travailler un plan d'action. Donc, on va vraiment être en mode solution. On veut travailler avec les municipalités et les associations de lacs. Puis, c'est le genre d'action là, qui peut être justement mis dans le plan d'action. Là. Si, mettons, c'est plus les installations septiques, une campagne de revégétalisation des berges, etc. Donc, ça sera le temps de travailler en mode solution. Oui, il y a d'autres questions. Madame Arlette, Arlette Thibault, ouais. Oui, bonsoir. Je Bonjour. voudrais, dans un premier temps, je voudrais vous remercier. C'est quand même très intéressant, puis on sait qu'on a une suite à mener. Je comprends qu'il va y avoir un plan d'action à élaborer avec, est-ce que vous avez déjà en tête des actions pointues que vous allez pouvoir formuler lors de la rencontre avec la municipalité, puis les personnes qui vont représenter les riverains pour chacun des lacs? Ouais, l'idée, ben là, en fait, euh, comment dire, on n'a pas eu le temps de se pencher de façon pointue sur les plans d'action. On en a déjà fait dans le cadre de d'autres lacs. Fait que l'idée, ça va être aussi de les adapter à chacun de nos 10 lacs. Puis éventuellement, tu sais, on est conscient aussi là, qu'on ne proposera pas 30 actions là, parce que ça peut vraiment paraître très élevé. Fait qu'on va essayer là, de cibler certaines actions en fonction des problématiques qu'on a observées autour des lacs, en fait. Puis de vous arriver avec, mettons, une présentation de, je sais pas moi, 6 actions. Fait qu'à ce moment-là, puis on va essayer de dégrossir ça ensemble aussi. Tu sais, on va faire des propositions, puis ça va être vous en fonction de qu'est- qu'est-ce que vous pouvez faire, de votre capacité d'action, de votre connaissance du territoire aussi, là, qui va déterminer qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre plan d'action aussi, là. Fait que ça va plus être ça, là, après les fêtes, là. Donc, ça va être un travail qu'on va faire ensemble. On va vous arriver avec quelque chose, mais ça va être un travail qu'il va falloir faire ensemble. ça, c'est ce que je voulais Est-ce que rajouter. je peux réagir à la réponse? Mhm. Moi, j'ai compris lors du début de la présentation que les plans d'action sont séparés. Je comprends que les problématiques sont pas mal les mêmes avec le lac La Grande Fourche et le lac Saint-Hubert. Est-ce qu'il y a moyen de travailler ensemble? Ah, de faire un seul plan d'action pour les deux lacs? C'est ça? Ben oui, à ce moment-là, s'il y a une Oui. demande pour ça, il n'y a pas de problème. OK, parce que je vois quand même que c'est parce qu'en ce moment, il y a déjà des rencontres qui se font, des rencontres de présidents de chacune des associations de riverains, et on est habitué de travailler ensemble. Fait que c'est ça Mhm. que je pensais s'il y avait cette possibilité-là. Je pense que ça sera enrichissant pour tout le monde. Mhm. Pas de problème. Merci. Gabriel, vous aviez une question? Oui, merci pour le droit de parole. Je veux tout d'abord féliciter l'équipe des bassins versants pour votre job. J'ai vu mettre des places, ça fait que je pense que c'est pas toujours facile de rencontrer tout le monde qui sont intervenants autour des lacs. Fait que, félicitations pour votre patience, ben des fois. Euh, Là, ce qu'on voit sur les lacs, il y a eu beaucoup d'améliorations. J'ai été
pas mal à l'avant-plan pour ce qui est du côté agricole. J'ai vu qu'il y a bien des bandes riveraines se sont améliorées, bon, on travaille beaucoup pour ce qui arrive au lac, pour ce qui vient endommager le lac, disons. Mm. Est-ce qu'il y a de quoi qui est possible de faire? Est-ce qu'il y a de la recherche là-dessus pour aller chercher ces matières-là dans le fond du lac, de manière sans brosser le lac, bien sûr, mais est-ce qu'il y a de quoi qui se fait là, de la recherche? Quelque chose de De la recherche sur, vous voulez dire, sur ce qu'on retrouve au fond du lac, dans le fond, c'est ça là? pour aller chercher ces matières-là, pour les sortir de là. Parce qu'on me dit, c'est qu'un lac reviendra jamais. Dans le fond, c'est une phase de vieillissement. Oui. Y a-t-il moyen d'aller chercher ces matières-là pour encore plus retarder le vieillissement de ce lac-là? Ouais, alors ça, Alors, il y a une entreprise, là, vous risquez d'avoir entendu déjà parler ou vous tomberez dessus, qui s'appelle Fosroc. Donc, en fait, c'était une entreprise qui avait mis en place un produit qui allait capter le phosphore dans l'eau. Faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est apparu sur le marché, mais ils sont actuellement en procès. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inefficace, c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc c'est en Australie là que ça se passe là. Et ils ont cette idée de capter le phosphore là, à date ça marche vraiment pas là. Puis c'est même contre-productif. D'aller rechercher en fait cette matière organique au fond du lac. En fait, vous risquez de faire plus de mal que de bien. Donc schématiquement, on se dit bon ben, on va faire un dragage, hein, on va curer le fond du lac, on va retirer la matière. Mais ça va faire ça va quand même remettre de la matière en suspension et ça, à date, on n'a pas la technologie par rapport au coût que ça fait, que ça représente de mettre ça en place, de faire ce genre d'opération. C'est quelque chose, des travaux dans un lac de dragage, ce genre de choses, ça serait quelque chose d'extrêmement coûteux. Il n'y a aucune municipalité qui serait capable de tenir ça. Et en plus, c'est pas quelque chose qui est productif pour la santé du lac. Des fois, par rapport à ça, vaut mieux laisser le lac avec sa matière organique au fond sans le brasser. Et puis, ça va finir par ce qu'on appelle sédimenter. Et là, on va avoir vraiment une transformation du limon là, qui va finir par se tasser, que de vraiment curer un lac. C'est pas quelque chose qui, à ma connaissance, en tout cas, qu'on préconise et qui est faisable, en fait, tout simplement. Puis l'idée dans l'approche qu'on essaie, dans le fond, de vous amener, c'est vraiment, comme Julien le disait, d'essayer de fermer les robinets au niveau des sources de nutriments vers les lacs. Donc, si on ferme les robinets, le lac va nécessairement se régénérer aussi. Il y a une capacité à se régénérer lui-même, là. Oui, on va parler de dizaines d'années, mais il va quand même le faire éventuellement aussi. Puis les lacs aussi, là, je veux dire, leur eau se régénèrent, là. Tu sais, ils ont un taux de renouvellement au niveau de l'eau qui rentre dans un lac et de l'eau qui sort aussi, là. Donc, il y a cette capacité-là aussi de se régénérer. Fait que nous, c'est pas une méthode qu'on préconise d'aller gratter les sédiments. Comme je viens de dire, ça va remettre en suspension un peu toute cette matière-là. Puis, tu sais, je me questionne aussi en même temps parce que le phosphore, mettons, peut-être plus tendance à sédimenter que l'azote, tu sais. Vous, c'est plus une problématique au niveau de l'azote. Fait que ça ne se retrouve pas nécessairement au niveau des sédiments. Fait que, tu sais, il y a comme un peu toute une réflexion de, j'aurais tendance à dire que ça serait plus de vraiment fermer les valves du robinet, là. Tu sais, puis après ça, de voir, en fait, là, probablement que ça va se régénérer Ça, d'eux-mêmes, là, ces lacs-là. Puis si je peux juste faire du pouce sur une dernière chose aussi, on a parlé brièvement de la navigation, mais la navigation aussi, là, il y a des études qui le prouvent, là, mais quand la navigation, elle est fortement diminuée, on le voit quand même assez rapidement là aussi qu'il y a une amélioration au niveau de la transparence, que ça brasse moins aussi les eaux, etc. Donc, ça peut être aussi une clé là, qui peut être mise au plan d'action, bien que c'est toujours un peu controversé, là. Ça mène à des débats, là, la navigation, ça, on en est conscient, là. Mais c'est quand même quelque chose d'important, là, à discuter. suis très satisfait de la réponse et je suis bien content de voir que vous essayez de mettre de côté les produits qu'on va mettre Mhm. dans le lac pour essayer de régler le problème.
mais qui bien souvent, puis on le voit au niveau agricole, des fois, des produits qui essayent de nous faire essayer, bien souvent, ces produits-là vont causer plus de dommages Ouais, qu'ils vont régler. c'est Oui, ça. oui, Puis, Pour la tu réponse, sais, c'est bien embêtant. définitivement. Excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose, Julien? Je Oui, rajouterais juste oui. que, Vas-y, vas-y. excuse-moi, je rajouterais juste que c'est difficile aussi là, d'avoir les certificats d'autorisation pour ce genre de produit-là. Puis c'est souvent super coûteux aussi, là, comme démarche. Fait que ça aussi, ça joue dans la balance, là. Mais c'est ça, c'est que moi, là, par rapport à ça, là, ce que je disais en début de présentation, là, que c'est vraiment un organisme vivant qui est très complexe, qui a différentes choses là, pour fonctionner, différents organes. Et moi, je m'amuse à comparer ça, par exemple, à un très gros fumeur, là, quelqu'un qui fume 15 paquets par jour, là, puis qui se retrouve avec les poumons complètement scrap, puis tu sais, il fait un- on lui fait une greffe des poumons, là, mais il continue de fumer, là. Tu sais, ça marche pas, là. Donc là, l'idée, ça serait vraiment de fermer les robinets, puis laisser à l'organisme vivant qu'est le lac de pouvoir se défaire un peu de ces choses-là. Mais il est comme nous autres, là, il a aussi une durée de vie. Là. Il y a quelque chose qui a une échelle beaucoup plus grande que nous. Et nous, on ne connaîtra pas la fin du lac si on s'en occupe bien. Ça, c'est une évidence. Mais ailleurs dans le Québec, il y a des lacs qui sont en fin de vie. Et puis c'est comme ça que le lac a fini de vieillir, il est en fin de vie, il n'y a pas de villégiature, il n'y a pas de tout ça, mais ça fait partie de la vie d'un lac et d'un bassin versant dans le fond, hein. Mais à notre échelle, à nous, on ne devrait pas connaître ça. Donc c'est Est-ce ça. qu'il y avait... Puis encore une fois, là, c'est vrai que faut vraiment avoir conscience il y a pas un phénomène responsable. C'est l'ensemble de nos actions qui font que ça pose un problème. Faut aussi avoir ça à l'esprit entre ce que j'appelle une pollution chronique, là. Il y a une différence à avoir entre une pollution ponctuelle et une pollution chronique. Une pollution ponctuelle, vous allez avoir un gros relargage à un moment dans un écosystème, puis tout le reste de l'année, vous avez rien, là. Mais l'écosystème va quand même finir par dégrader et rétablir un peu ce déséquilibre qu'il a eu de façon ponctuelle. Mais si vous êtes sur quelque chose de dit chronique, même si c'est beaucoup plus faible que la pollution ponctuelle que vous avez eue, eh ben ça reste toujours latent, là. Il y a toujours une dose, là. Et on a toujours du mal l'organisme qui est le lac va toujours avoir du mal à traiter cette couche de fond, là, cette pollution chronique au fur et à mesure du temps, là. Je sais pas si vous voyez un peu l'image que c'est, mais c'est vraiment cette intensité d'impact, hein. On est beaucoup plus fatigué quand c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui est toujours sur nous, là. Il y a toujours un effort à faire. Et c'est un peu ça l'image que je peux vous donner par rapport à cette arrivée en nutriments dans le lac, là. Est-ce qu'il y avait Moi, d'autres questions? moi j'aurais une question. Moi, je vois ce lac-là depuis ma naissance, là, donc depuis bientôt 60 ans. Puis j'ai vu la dégradation là, au fil des années là, se produire, là, la disparition de la truite. Puis mon chalet, c'est les derniers là, à l'extrémité sud, là, juste avant les marais puis la rivière. Puis on a de plus en plus de prolifération de plantes aquatiques là, en face de nos chalets. Puis ça s'en va de plus en plus vers la tête du lac, là, finalement. Donc, je me demandais, ces plantes-là, ben, il y a moins d'oxygène qui rentre et tout ça. Est-ce que ça serait indiqué de essayer de les tuer, finalement, là, en mettant des géotextiles, là? J'ai vu que c'est faisait ça dans certains lacs. Est-ce que ce serait une solution possible? Alors là, ce que vous dites, on nous l'a déjà posé cette question d'usage de géotextile pour occulter en fait les herbiers. On s'y oppose dans le sens que quand on le fait, c'est aussi quelque chose, hein, qui est proposé dans certains cas au regard des espèces exotiques envahissantes. C'est-à-dire que là, vous allez avoir je sais pas, une espèce exotique qui est en train de complètement coloniser votre milieu. Mais dans tous les cas, elle va détruire les espèces indigènes qui sont présentes sur le milieu, dans tous les cas. Donc, on va dire, OK, perdu pour perdu, on va occulter cette zone-là. Comme ça fera mourir l'espèce exotique envahissante.
mais c'est le seul moyen qu'on a. Mais si on l'a laissé, de toute façon, même les autres espèces, l'exotique envahissante, les aurait détruites. Donc là, on va occulter. Mais là, dans votre cas, pour la majorité du temps, en fait, c'est pas des espèces qui ont rien à faire là. C'est des espèces qui font partie d'un écosystème naturel indigène. Donc là, vous allez détruire une espèce qui est bah, déjà d'une qui est pas invasive, là. Et puis surtout, vous allez détruire aussi les autres là. Donc en fait, vous allez faire table rase de tout, et puis les robinets vont rester ouverts. Donc ce qui va se passer, c'est que bah, ça va refaire exactement le même schéma. C'est que l'espèce que vous avez occultée va revenir. Elle va pas revenir tout de suite, elle va mettre un peu de temps, mais elle va reprendre la place. Et il va y avoir encore cet équilibre de fait, là. L'objectif, c'est vraiment d'aller plutôt à la source, de fermer ces fameux robinets qu'on dit depuis tout à l'heure, là, pour justement, en les fermant, bah, c'est un peu des David contre des Goliaths, là, dans le fond. C'est que vous allez avoir des plantes qui vont se goinfrer de nutriments, qui vont prendre la place de tout le monde, qui ont besoin d'avoir beaucoup de nutriments pour prendre la place de tout le monde. Mais quand vous avez fermé un peu les robinets, bah là, ils vont avoir moins de nourriture. Ils vont pas pouvoir avoir suffisamment de force, j'ai envie de dire, si on schématise ça comme ça, pour prendre la place de tout le monde, là. Donc, ils vont finir par régresser naturellement, là. Mm. Mhm. Ça, c'est quelque chose en écologie c'est des cycles, hein, c'est des cycles prédateur-proie. Si on augmente les proies, il y a plus de prédateurs. Puis à un moment donné, bah, les prédateurs vont diminuer, les proies vont diminuer. Là, c'est la Mhm. même affaire, mais avec vos nutriments, dans le fond, hein. OK. Ouais, c'est sûr, c'est des plantes qui existaient dans les marais déjà, mais qui s'avancent de plus en plus là, vers le lac, ce qu'on ne voyait pas Ouais. là, auparavant. Auparavant, on avait un fond complètement vaseux. Quand je me baignais, quand j'étais jeune, là, c'était vraiment la vase. Puis là, maintenant, ben, c'est un fond tapis gazon, là, à grandeur, là. Mhm. C'est Mhm. vraiment différent. C'est vraiment différent, ouais, je suis d'accord avec vous. C'est sur l'échelle d'une vie, ça, on le voit. Mais on ne devrait pas le voir, ça. Non. Puis, c'est aussi où qui était situé les chalets du club Chasse et Pêche, là, qui sont là depuis, c'est les premiers chalets complètement. Puis, il y avait vraiment là, des grosses truites. Là, j'ai des vieilles photos antiques, là. Il y avait des énormes truites là, qui pêchaient là, dans les années 40-50, là. Mais, moi, j'ai pêché dans les années 70. On avait des petites truites de 12 pouces, puis à un moment donné, ils ont disparu. Fait que ça a vraiment évolué rapidement. Je me demandais aussi par rapport au robinet. On parlait, M. Bézil, je ne sais pas s'il est agriculteur, là, mais je ne sais pas c'est quoi la réglementation par rapport à l'épandage de fumier sur les terres agricoles qui sont en pente finalement vers le lac, là, qui sont dans le bassin versant, parce que les bandes riveraines ne sont pas très larges, justement. Donc, s'ils étendent des grandes quantités de fumier, ben, ça peut sûrement contaminer le lac. Je ne sais pas c'est quoi la réglementation par rapport à ça. Alors, à ma connaissance, moi, je sais qu'il y a une date limite d'épandage, là. La date, il me semble que c'est le 30 septembre. Au-delà du 30 septembre, ils peuvent pas épandre, tout simplement à cause des eaux de ruissellement qu'il peut y avoir, hein. Donc, non, il y a Mais il quand faut même. en avoir à l'année, là, le ruissellement, s'il y a des grosses pluies. Ouais, mais par rapport à la météorologie, on s'accorde de dire que bah, l'automne est quand même plus propice, surtout avec la neige qui va y faire un tapis, puis après, fonte des neiges, mine de rien, la neige hein, est une source d'apport important en azote, hein. On retrouve, littérature nous prouve, la littérature scientifique nous prouve qu'il y a plus d'azote dans la neige que dans la pluie, là, au printemps. Mhm. Donc, au niveau de la réglementation agricole, ils peuvent pas faire n'importe quoi, ça c'est certain. Il y a des dates qui sont fixées, là. Mhm. Excusez-moi, je pourrais répondre à Madame Dubé là-dessus. Pas de- Moi, je travaille pour la municipalité, puis à chaque fois qu'il y a de l'épandage au printemps et à l'automne, on échantillonne les traces de phosphore à toutes les petits, pas toutes, mais peut-être deux tiers des ruisseaux qui rentrent dans le lac. Puis jusqu'ici, c'est très bon. Il y a pas, on n'a pas de dépassement, même que avec les années, c'est de mieux en mieux. OK. J'ai une question, ça m'amène à une question. Vous échantillonnez le phosphore. Les traces de phosphore. Échantillonnez-vous d'autres paramètres? Non, moi, c'est juste les phosphores qui m'ont été demandés. Si OK. ça pourrait être intéressant de échantillonner d'autres, on pourrait. L'azote. OK, mais c'est bien. Je ne savais pas que vous échantillonnez, mais oui, peut-être qu'il y aurait d'autres paramètres à ce moment-là.
Mais Juste pour c'est ça. vraiment intéressant ce que vous dites aussi là, parce que avec la problématique, déjà, ça répond aussi à, ça nous donne aussi une indication par rapport aux hypothèses qu'on vous présentait tout à l'heure là avec le milieu agricole. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de choses pour avancer là, qui nous aide énormément là. Donc, si le phosphore se porte bien, ça peut être intéressant aussi de voir pour l'azote là, mettons là. Mhm. Puis, tu sais, je vais faire du pouce sur le milieu agricole aussi. Ben, nous, on ne connaît pas là, cette zone précisément-là, là. On Non. a déjà aussi fait des projets en milieu agricole avec des producteurs pour améliorer la qualité de l'eau. Puis, il y a quand même aussi beaucoup de sensibilisation. Puis, ils sont quand même aussi les producteurs très, très au fait là, Oui. de plusieurs techniques à mettre, à réaliser en champ, en fait, là, pour éviter le ruissellement et tout ça, là. Fait qu'il y en a déjà beaucoup qui font ça, de couvrir les sols, faire des cultures de couverture au niveau des bandes riveraines, des timings d'épandage aussi, ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, ils sont quand même aussi au fait là, de certaines choses, puis ils sont souvent aussi suivis là, par des conseillers, là. Fait que, mais là, à ce moment-là, si on décide que c'est une action mise au plan d'action, ben, ça serait intéressant à ce moment-là de travailler aussi avec les producteurs agricoles autour des lacs, avec les conseillers agricoles. Fait que, des fois, ça mène vraiment à des beaux projets aussi, là, où on sait vraiment l'ensemble des usagers, là. Fait que, Ah oui, c'est oui. bien intéressant, là. La couvert végétale, ils sont vraiment sensibilisés à ça, c'est sûr. Là. Mhm. Pas avoir, pas arriver en hiver et puis tu sais, d'avoir un champ où c'est de la terre battue, là, et ils Mhm. sont couvert végétal, c'est rentré aussi dans les pratiques aussi. Là. Ouais. Oui, Madame Thibault. Moi, j'aurais deux questions qui touchent deux sujets différents. Je sais que vous avez enregistré la présentation d'aujourd'hui. Je me demandais si c'était possible d'y avoir accès par la suite. Totalement. C'est quelque chose qu'on pourrait présenter lors des assemblées générales des associations de riverains. Euh, il y aurait seulement un découpage à faire, j'imagine, pour que ça soit approprié pour chacune des associations. Dans un premier temps, l'autre question, c'est est-ce que vous avez déjà choisi des dates dans votre agenda pour la rencontre avec les municipalités, puis qui vont collaborer avec vous dans le travail, là? Alors, pas encore à ma connaissance. Je pense pas, Alexa, là. C'est quelque Non. chose qu'on va faire à la rentrée, là, courant janvier. C'est vrai qu'on avait aussi besoin d'avant de fixer une date, d'avoir votre retour, là, de discuter avec vous de ce résultat. Et aussi des pistes qu'on a pour le plan d'action. Donc ça fait partie aussi de notre travail de vous présenter ces résultats et aussi d'échanger avec vous parce que les interactions qu'on a ensemble, c'est des choses qui vont aussi influencer notre plan d'action et on n'a pas encore de date à l'heure actuelle pour ces échanges avec les municipalités. On a 10 lacs à faire. On s'entend que on va, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, on va faire quelque chose ensemble là, pour plan d'action Grande Fourche Saint-Hubert. Certainement que d'autres personnes vont nous suggérer la même affaire pour d'autres lacs. Donc c'est quelque chose qu'on va faire en janvier, ça. Janvier. OK. Merci beaucoup. De rien? J'aurais une question. Ok. Oui. Euh, il y a certains terrains qui se font arroser leur pelouse durant l'été. Les gens nous disent qu'ils se font dire que c'est correct pour des terrains au bord d'un lac. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que tu veux y aller, Julien? Arroser son gazon au bord du lac en été. euh, Oui, puis les gens qui font l'arrosage disent que c'est sécuritaire d'engraisser leur pelouse, là, comme on fait comme ah, beaucoup font en ville. Là. ça, par contre, c'est que c'est. En fait, il faut voir le système racinaire en dessous d'un gazon, puis le système racinaire quand vous avez une végétation plus dense. Là, le gazon, tu sais, c'est comme 20 centimètres là, à peu près, 30 centimètres au mieux. Si on amende son gazon, puis qu'on arrose, et puis qu'on surarrose, inévitablement, ça va finir par ruisseler dans le lac, là. Ce que je veux dire, c'est les gens qui viennent pour faire de l'entretien de la pelouse, là, ils mettent des vaporisations d'engrais ou je sais pas, là, c'est les compagnies qui Alors, viennent là Ben, autour. si je peux faire du pouce là-dessus, là, certaines municipalités qui ont déjà adopté un plan d'action pour l'amélioration de la qualité des eaux,
Il y en a qui travaillent sur une réglementation par rapport à ça aussi, d'essayer de diminuer les engrais sur les terrains, parce qu'on ne se cachera pas que quand même, il y a des chances que si on nourrit notre pelouse, nécessairement, il doit y avoir du phosphore et de l'azote. C'est un peu tout le temps ça. Même quand on nourrit une plante d'intérieur, là, avec la petite poudre bleue, là, il y a toujours du phosphore et de l'azote. Fait que c'est la même chose dans un lac, en fait, là, c'est les mêmes nutriments. Donc, c'est sûr qu'il y a des chances que ça ruisselle vers le lac. Fait que ça pourrait être une des actions effectivement mises au plan d'action, d'essayer de diminuer les engrais pour la pelouse. Puis, tu sais, si même je vais plus loin, des actions simples à faire aussi pour les riverains au bord du lac, ça serait si vous avez un jardin, ça serait de l'éloigner du lac aussi. Parce que même les engrais dans un jardin, quand on ajoute du compost, etc., si ça ruisselle vers le lac, ça va faire la même chose que d'engraisser votre jardin, ça va engraisser le lac. Fait que c'est un peu toujours ça, en fait, là, qu'il faut garder en tête. Puis, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Julien. Bah, moi, j'avais juste envie de dire, c'est correct d'engraisser son jardin, etc. Mais quand on Mhm. le fait à 2 pieds du bord du lac, là, C'est ça. ça n'a pas d'allure. Mm. C'est sûr que ça va finir par se faucher dans le lac, là. Et le gazon, c'est la même affaire. On peut engraisser son gazon quand on sait que derrière, bon, t'as peut-être, je sais pas, t'as 15 mètres, là, minimum 15 mètres, là, et puis tu sais que si ça ruisselle, ça va être capté sur ces 15 mètres. Mais si tu le fais, puis que t'as juste 3 pieds, avant le bord de ton lac, moi, Mm. je dirais que non, je cherche même pas à amender quoi que ce soit, là, que ce soit ton jardin, le gazon ou quoi que ce soit. Il y a une très très grande partie qui va finir dans l'eau, là. Mm. Mais si vous êtes pour un jardin au-delà de 15 mètres, l'impact, c'est quoi la distance que vous suggérez pour un jardin? Bah, c'est ça, c'est que si vous pouvez avoir une distance d'une quinzaine de mètres entre le bord de l'eau, ou on va dire le bord des hautes eaux, on va dire en période printanière, et le début de votre jardin. Et puis pareil, votre jardin, quand vous le faites, bah, les rayons que vous le faites pas dans le sens de la pente, vous le faites dans l'autre sens. Vous faites des buts, ça ralentit aussi l'érosion, ça ralentit le transfert de nutriments. En fait, c'est toutes ces petites choses-là. Des fois, on va se dire, ah tiens, je vais le faire dans le sens de la pente. C'est comme plus facile de passer sa machine. Moi, le premier, hein, je me suis un peu ennuyé à faire mon jardin à l'envers que le terrain m'indiquait de le faire pour justement éviter que ça se lessive puis vous laissez une quinzaine de mètres minimum avant l'arrivée dans le lac avec une végétation dessus. Et pourquoi pas, vous pouvez même laisser pousser l'herbe sans passer la tondeuse dans cette zone-là. Si vous avez juste de l'herbe, vous n'êtes pas, je sais pas, si vous avez, faites aussi avec ce que vous pouvez. On va pas planter une haie d'épinette ou quoi que ce soit, mais déjà, si vous avez votre jardin à 15 mètres du bord et que sur ces 15 mètres-là, vous laissez pousser l'herbe, vous avez deux, trois petits arbustes, ça sera toujours mieux qu'une herbe taillée à 1 pouce de haut et puis à 2 mètres du bord du lac, là, c'est sûr, hein. Mm. Je vois que Madame Vielle a la main levée depuis un petit bout. Ah oui. Oui, bonsoir. Moi, je suis du lac Saint-François, qui est le troisième lac de villégiature à Saint-Hubert. Je trouve votre travail extrêmement intéressant. Je suis un petit peu jalouse. En fait, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait se joindre aux discussions avec la municipalité dans l'élaboration des plans d'action qui sera fait pour les deux autres lacs? Ben, j'ai l'impression que oui, vous, en fait, là, c'est parce que vous n'êtes pas théoriquement sur notre territoire. Vous coulez de l'autre C'est sens, vers ça. l'OBV, Fleuve Saint-Jean. Faut aller voir C'est l'autre pas- bébé, là. C'est ça, Mais je on se penserais, déverse pas, hein. c'est ça, mais je penserais pas que ça dérange là, que vous vous joigniez là, à la rédaction du plan d'action, surtout si, ben, c'est sûr que moi, je connais pas personnellement votre lac, là, mais si vous y voyez un peu les mêmes problématiques, puis tout ça, que vous ayez un plan d'action pour applicable à votre lac, je ne penserais pas que ça pose problème là, en s'inspirant des deux autres plans d'action, là, tu sais. Fait que, en Ouais, tout c'est cas, ça. De mm. votre côté, vous y verriez pas de problème, dans le fond, parce qu'on pourrait mettre tout en commun, finalement, Ben, je veux comme dire, là. si vous vous joignez, dans le fond, à la rencontre où tout le monde travaille ensemble, moi, je n'y vois pas de problème. Tu sais, on mettra aussi quand même l'OBV Fleuve Saint-Jean dans la boucle, là, mais Mhm. je ne penserais pas qu'il y ait nécessairement
de problème à ça si vous avez un plan d'action que vous pensez qui s'applique aussi à votre lac en fonction des problématiques similaires, là. Oui, c'est ça. On a Euh, déjà un plan d'action qui a été élaboré par notre OBV, mais vu qu'on va être comme dans la mise en place de certaines actions, ce serait peut-être intéressant. En tout cas, si vous mhm. n'y voyez pas d'inconvénient, moi, ça me rend très heureuse. Bon, on fera du pouce avec l'autre OBV, on les connaît bien. Parfait, merci. OK. Est-ce Est-ce que qu'il y vous avait d'autres avez... questions? Ouais, voilà. On va passer en même temps. OK, donc s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'aurais tendance à vous dire une nouvelle information aussi, là, c'est que en plus des plans d'action qu'on va travailler au retour des fêtes, on va aussi se lancer dans et vous allez voir apparaître là, sûrement dans les réseaux sociaux de l'OBV si vous nous suivez, puis on va aussi contacter la municipalité, mais on va faire aussi des présentations qui vont un peu le même concept là, en Zoom comme ça, là. Il va y avoir des présentations au début d'hiver, janvier, février sur des sujets qui touchent la santé des lacs, là. On s'enligne possiblement sur justement parler davantage des bandes riveraines, même la gestion des eaux de pluie sur les terrains aussi, là. Fait que ça peut être intéressant. Puis peut-être aussi les installations septiques. Donc, essayer de démystifier ça, le bon entretien, etc. Fait que, en tout cas, si je peux juste vous dire peut-être de suivre là, les réseaux sociaux de votre municipalité, on va leur envoyer l'information directement là, pour ces présentations à venir. Puis on va vous tenir aussi au courant via la municipalité là, pour les plans d'action également. Oui, c'est vrai que je repense par rapport aux installations sceptiques, etc. On peut avoir des fois des personnes qui disent que c'est comme un droit acquis d'avoir un puisard, etc. Mais je tiens quand même aussi à le souligner, hein, puis avec Alexa, on le dit tous les deux, mais il y a pas il y a pas de droit à polluer, il n'y a pas de il y a aucun droit pour polluer, là. Donc, ce genre d'action, de choses ne tiennent pas, là. Donc, les installations sceptiques, si elles sont pas aux normes et qu'il y a des rejets, là, on se doit d'avoir une action citoyenne et de remettre de remettre de l'ordre dans ses affaires, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Et la municipalité peut accompagner les gens à le faire, là. C'est ça, là, c'est on est soutenu pour ça, là. Bon, mais sur ça, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est ce qui terminerait la présentation de ce soir. Puis au plaisir de vous revoir pour la prochaine étape, qui sera le plan d'action. Puis bon temps des fêtes à tout le monde. Oui, Merci beaucoup. merci à tous. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Joyeuses fêtes pareillement. Un grand Merci. merci pour tout. Merci beaucoup. Au revoir.